Salut, comment vas-tu? Hello, hello, ça va et toi? Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Bah moi aussi, ça me fait plaisir. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde se connecte petit à petit. On laisse un peu de mou le temps que les gens arrivent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je mettais des petits filtres. Qu'est-ce que tu en penses, hein? On est un peu sur Ah du. ben, ça te va pas mal. Moi, je suis assez pour ces lunettes bleues là. Ok, Ouais. ok. Bon, bah si tu valides, je changerai, tu vois, histoire de briller un petit peu l'écran de temps en temps. Ok. Je suis Ouais, ravie de ça te te va voir. très Ça bien. fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je crois que la dernière fois, c'était au Frames Festival à Avignon. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Et on s'était vu auparavant au festival de Luchon. Voilà, où on avait passé de très bons moments ensemble dans ce festival. Exactement, où tu avais eu un prix d'ailleurs, je m'en souviens. Euh, C'est c'est vrai, c'était peut-être le premier prix de ma vie d'ailleurs, sans doute, et surtout une grande bouteille de champagne. Donc, voilà. Est-ce que tu l'as bu? Figure-toi que oui, je l'ai bu pour mon 40e anniversaire. J'ai quand même gardé, on a gardé la bouteille, parce qu'elle est quand même spectaculaire. Incroyable. Mais je l'ai bu, ouais. Je l'ai bu. C'était un quoi? Un Giroboam, quoi. C'était combien? Exactement. C'était un Jéroboam de champagne, ouais. Tout à Voilà. fait. Tu l'as bu à combien? À deux ou à 20? Oh, on devait être une bonne dizaine, hein. Pas mal. Facile. Elle est tombée assez vite, la bouteille. Je te le cache pas. Il faut savoir que Patrick, c'est la seule personne qui, quand il gagne, invite tous les gens qui étaient en compétition avec lui à venir le rejoindre sur scène. Bah, il faut dire que c'était un peu spécial parce que ils avaient mis en compétition des gens qui font des choses très, très, très différentes. Donc, c'était pas vraiment une compétition pour moi et je me suis dit que c'était plutôt une occasion pour le monde de la télé d'inviter des gens d'Internet. Donc voilà, ça me semblait plus cool de se retrouver tous ensemble à la fin sur la scène, ouais. Bah, c'était très mignon en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis ça m'a permis de me réveiller parce que je m'étais endormie pendant la cérémonie pour mon voisin, n'est-ce pas? Ouais. Et du coup, hop, quand j'ai entendu mon nom, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Ah, je vais juste faire la photo. Donc cette année, donc tu disais que tu étais jury au festival, au festival, ouais, et que du coup, tu as fait bouger un petit peu plus les choses que quand on y était. Écoute, on avait Patrick Timsit en président de jury. Il a mis le feu. Voilà, cette personne est extrêmement drôle et on a squeezé tous les remerciements des maires et tout qui étaient un peu longs Ouais. en faisant des vannes et en essayant d'égayer le truc. Et je fais un gros bisou à Eleonore Coste qui suit souvent mes lives, qui a quand même raté son prix parce qu'elle était aux toilettes. Magnifique. Voilà, donc C'est-à-dire elle était vraiment persuadée qu'elle ne gagnerait pas, quoi. je pense qu'elle était persuadée qu'elle ne gagnerait pas. Et à l'annonce, on l'a fait peut-être une dizaine de fois. Tout le monde l'a cherché. Donc, elle était partie aux toilettes. Allez voir sa chaîne, d'ailleurs. Je vous la recommande parce que c'est vraiment… En fait, elle a fait une web série qui s'appelle Genre Humaine, qui est de très grande qualité. Et elle est C'est arrivée génial. au prix d'après en disant c'est moi, j'étais aux toilettes. Enfin bon, j'imagine même pas ça de César, quoi. Il faut vraiment qu'elle se prépare pour ses futurs prix parce que Ouais, je pense qu'elle elle n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres, quoi. ouais, c'est possible, ouais. Je suis d'accord. Elle est Voilà, très alors douée. attends, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous n'avez ni de problème de son, ni de… Non, alors les lunettes vertes, ça c'est normal. Et non, et Patrick a des lunettes comme ça dans la vraie vie. Non, non, tout va Oui, bien. c'est pas un C'est filtre, pas un hein. filtre. C'est de vrai, ouais. Alors je suis ravie de t'inviter sur mon live pour plein de raisons. La première, c'est parce que tu es un homme de grand talent. Et la Oh, bah, deuxième, merci c'est parce beaucoup. qu'il y a la majorité des gens qui me suivent qui ne te connaissaient pas il y a 2 jours. J'imagine. Et qui sont allés du coup travailler, parce que je leur ai donné des petits travaux pratiques, c'est-à-dire d'aller voir ta chaîne Axolot, d'aller voir des épisodes de La Veillée, et qui m'ont écrit en disant mais merci, déjà parce qu'on a découvert quelqu'un de formidable et surtout des histoires qui sont passionnantes. Il y en a qui sont passionnés d'espace, d'autres qui sont passionnés de curiosité, enfin il y en a pour tous les goûts. Et ils m'ont dit merci parce qu'il n'y a plus rien à voir à la télé et en fait on a passé quasiment 2 jours sur tes chaînes. Ah, bah, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Je suis content que des gens aient pu découvrir la veillée, en tout cas. Tu as eu des retours sur la veillée en particulier, Alors, j'ai peut-être? eu plein de retours. En fait, au départ, quand j'ai lancé le post, il y avait peu de questions, à part ah, on va aller voir ce que fait Patrick. Et j'ai à peu près, j'ai ça, page recto verso, j'ai une quarantaine de questions, dont 20 sur la veillée. Mais génial, d'accord, super. Donc, Ah, ça me fait très plaisir. ça m'a fait vraiment plaisir pour ça, parce que c'est aussi fait pour ça, ce live, c'est de permettre aux gens de découvrir des gens que moi j'aime bien et ensuite venir vous suivre
et plus si affinité, je ne sais pas, on verra Ben, bien. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui prennent le train en route, qui n'ont pas du coup pu faire leurs petits travaux pratiques, à savoir de regarder la chaîne Axolot, vous pouvez toujours le faire après, ou les épisodes de La Veillée, qui est une autre chaîne, un autre concept que Patrick a lancé avec ton associé. Damien Maric, c'était en 2015, exactement. Exactement. Donc voilà. Et en plus de ça, si vous en voulez encore plus du Patrick, il y a des BD, il y a 6 livres, je crois, c'est ça? Alors, pour tout avouer, le 1er avril devait sortir le 13e livre. À 13, on était resté à 6. Moi, j'en ai Allez, 5 déjà. c'est-à-dire qu'il y a des BD et des livres. Et là, malheureusement, évidemment, vu la situation, le livre a été repoussé à la rentrée. Mais il y en a déjà 12, en tout cas. Des bandes dessinées et des livres. Ouais. Ça va. Ça commence à faire pas mal, ouais. De quoi? Tu t'ennuies pas, toi, dans la vie? C'est bon, t'as toujours… Le Non. confinement, finalement, c'est comme d'habitude, quoi. T'écris… Ça me change pas tellement la vie. Je vais pas te mentir, ça me change pas tellement la vie parce qu'en tant qu'auteur, c'est vrai que je bosse à la maison. Donc, finalement, ça continue un petit peu comme d'habitude. Ouais. C'est vrai. Tout à fait. Ah là là, alors tu es prêt pour toutes les questions? Il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a pas de questions pièges. Et puis j'ai dû faire un choix. Mais la première question me paraissait bien. Je vais te dire, donc c'est une personne qui s'appelle Emma et qui te demande d'où te vient cette passion pour l'étrange et l'insolite. Alors, je pense que tout le monde aime s'étonner, tout le monde aime entendre de bonnes histoires, donc je pense pas être un cas particulier par rapport à ça. Seulement, la différence, c'est que moi j'ai commencé à en faire mon activité dans les années 2000, donc j'avais une émission de radio qui s'appelait Exocet, dans laquelle chaque semaine je racontais comme ça des histoires extraordinaires. C'est à cette époque que j'ai pris goût en fait au partage des histoires. Et donc j'ai continué à collecter comme ça des histoires étonnantes, des faits extraordinaires pour le plaisir et pour le partage. Et en 2009, j'ai ouvert un blog qui s'appelle Axolot, sur lequel j'écrivais des articles sur les curiosités du monde au sens très large, donc curiosités scientifiques, historiques, des portraits de personnages, des lieux extraordinaires, etc. Et puis ensuite, il y a eu un petit effet boule de neige, c'est devenu un livre, ce blog est devenu un livre, puis une bande dessinée, puis une chaîne en 2013. Et à l'époque où j'ai lancé la chaîne, il y avait assez peu de contenu lié à la vulgarisation, on va dire, sur YouTube en tout cas. Et à partir de là, ça a commencé à arriver. Je pense que je suis arrivé au bon moment et je me suis aperçu qu'il y avait un vrai engouement. Enfin, en tout cas, il y avait une vraie attente pour ce type de contenu. Et puis, les BD sont arrivés en 2014, donc la série de bandes dessinées aux éditions Delcourt, Axolot. Et puis, La Veillée est arrivée en 2015. Mais ce qui réunit tous ces projets-là, c'est que donc ils gravitent autour de cette idée d'émerveillement, d'étonnement. Moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est de partager les choses qui m'étonnent, partager les curiosités. Et j'ai une chance inouïe de pouvoir vivre aujourd'hui de cette passion. Pourquoi Axolot et pas un autre animal? Alors, pourquoi Axolot? Parce que l'émission que j'avais à la radio s'appelait Exocet. Et l'exocet, c'est le nom scientifique du poisson volant. Et en 2008-2009, donc à l'époque où j'ai arrêté la radio, j'ai découvert par coïncidence, par hasard, l'axolotl, donc avec un L à la fin, donc qui est une espèce de salamandre mexicaine avec un aspect incroyable et qui a 1000 particularités biologiques vraiment surprenantes. Elle peut régénérer ses organes, ses membres. C'est vraiment une créature hallucinante. Et je m'étais dit que ce serait une bonne mascotte pour parler de curiosité. Et donc, quand j'ai lancé le blog, ça s'est imposé comme une évidence. Et depuis, c'est resté la mascotte. On la retrouve sur les BD, etc. Donc, voilà. Super. Tu résumes bien les choses. Alors, quelles sont les… Alors, il y a des questions très vagues, mais que je vais laisser quand même telles quelles. Quelles sont les choses les plus étranges que tu aies apprises? Waouh, ouais. C'est très, très compliqué. Je vais laisser telles quelles. Alors, voilà, est-ce que tu veux nous parler d'une chose en particulier? Alors, donc, dans Axolot, que ce soit en BD ou en vidéo ou en livre, je traite de tous les sujets possibles à partir du moment où ça m'étonne ou que ça m'émerveille, on va dire. Donc, ça peut être de l'histoire, ça peut être de la science, ça peut être des destins incroyables. Et je me suis dit que, comme parlons peu, mais parlons,
donc a commencé comme une émission qui parlait d'abord de sexualité. Exactement. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller plutôt sur cet axe-là. Et il se trouve que les 2 derniers livres que j'ai sortis parlent des bizarreries animales. Donc, je me dis que je pourrais parler de quelques bizarreries en matière de sexualité animale, parce qu'il y a vraiment des trucs qui, s'ils étaient appliqués à la sexualité humaine, nous rendraient la vie vraiment très, très compliquée et très, très particulière. Je pense par exemple aux vers plats. Donc, c'est des vers sous-marins qui sont hermaphrodites et ils ont une espèce de pénis épais. Donc, c'est comme une arme qui est sur leur ventre. Et donc, quand 2 vers plats se rencontrent à la saison des amours, ils se battent en duel, littéralement, avec leur pénis épais. Et le vainqueur, donc le vainqueur soumet l'autre, qui va donc s'occuper des enfants. Voilà, donc le vainqueur devient le mari, entre guillemets, l'autre devient l'épouse. Et ça se passe comme ça chez les vers plats, donc c'est assez taré. Et sous l'eau, il y a d'autres trucs très étranges qui se passent, comme par exemple avec la baudroie des abysses. Donc la baudroie femelle vit donc à des profondeurs vertigineuses dans les abysses, donc. Et parfois, il y a des mâles qui croisent son chemin. Les mâles sont tout petits par rapport à la femelle. Et quand les mâles sentent passer la femelle, ils s'agrippent à elle, ils s'accrochent à elle, ils la mordent. Et petit à petit, leur corps va fusionner avec celui de la femelle. Et ce qui est très surprenant, c'est que pendant très longtemps, les biologistes marins ne trouvaient pas de mâles baudroie, ils trouvaient que des femelles. Et c'est parce qu'ils ont compris que, en réalité, les mâles finissaient par se dissoudre dans la femelle, et à la fin, il ne reste plus que, en gros, une paire de testicules. Et la femelle peut se servir du sperme qui se trouve dans ces testicules pour faire des bébés, en gros. Donc, imagine un peu ça, si on appliquait ça à l'espèce humaine. C'est un monde sans hommes. Bah, déjà, il y aurait pas d'hommes. Les femmes se baladeraient avec des testicules un peu partout. Et quand elles auraient envie de se reproduire, ça fait des belles oreilles, hein, ceci dit. Hein. Bah, absolument. Tout dépend où ça se trouve. Tu les accessoirises, à mon avis, très bien, tu vois, ou des petits chouchous comme ça, des petites. Ouais, moi, je vois le truc, ça pourrait me plaire. Voilà, ça peut être plus ou moins esthétique selon où c'est placé. Un truc très marrant aussi, c'est les habitudes sexuelles de la pisore admirable. Donc, c'est une araignée. Et le processus est vraiment fou, puisque donc le mâle de la pisore admirable, pour séduire la femelle, lui apporte un cadeau. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre de la nourriture, il va l'empaqueter, il fait un petit paquet cadeau, et puis il offre le paquet à la femelle. Et pendant que la femelle donc déballe son cadeau pour y trouver de la nourriture, lui il fait sa petite affaire, et puis il se barre. Mais c'est pas très loin chez les humains parfois, hein, ce genre de comportement. J'avoue. Mais là où ça va encore plus loin, c'est qu'il y a des mâles qui ont compris que ils n'étaient pas obligés de mettre un vrai cadeau dans la boîte. C'est-à-dire qu'ils mettent n'importe quoi dans la boîte. Genre, ils vont mettre une crotte d'araignée dans le paquet, ils l'offrent à la femelle, et le temps que la femelle ouvre la boîte, le mâle s'est déjà barré. Donc ça, c'est quand même incroyable. Yes. C'est bien malin. C'est quand même fou. Et une autre qui serait très marrante si on l'appliquait à l'humanité, c'est la sexualité des limaces léopards. Donc les limaces léopards, c'est les plus grandes limaces qui soient, et elles s'appellent comme ça parce qu'elles sont tachetées comme des léopards. Et donc, quand vient le moment de se reproduire, les limaces léopards montent en hauteur sur une branche, par exemple, et se jettent dans le vide, enroulées et suspendues à une espèce de fil de mucus. Et donc, c'est comme si nous, donc quand les humains font l'amour, tu vois, c'est comme si on sautait à l'élastique en même temps. Voilà. Et au bout du truc, donc, les 2 limaces, qui sont hermaphrodites aussi, ont une sorte d'organe reproducteur, une sorte de pénis, qui sort du côté de la tête, et les 2 pénis s'entremêlent, et là, la reproduction a lieu. Donc, imagine un peu le décorum. Je pense que si c'était comme ça chez les humains, ça pourrait passer au festival IN d'Avignon, sans problème. Et complètement, c'est exactement ce que j'allais te dire. Donc voilà. C'est passionnant, Patrick, parce que tu vois, nous, on a fait une émission sur Parlons peu, mais parlons, et si on draguait comme les animaux. Donc, on a humanisé la drague animale, mais on n'a absolument pas parlé des 4 exemples là que tu viens de nous donner. Donc, il faudrait presque qu'on fasse un 2 avec toi. Ah, mais grave. Mais est-ce que vous avez parlé des porcs épics ou pas? On a parlé des porcs épics. Mais tu peux en parler. On a parlé des porcs épics. Porcs épics mâles qui donc urinent sur la femelle pour la séduire.
Et le pire, c'est que ça marche parfois. Donc voilà. Voilà, donc nous, ça marche moyennement. Hein. En général, un vieux mec bourré qui t'urine à 1 mètre de l'endroit où tu... Non, pas trop, pas trop. J'avoue. Tu... Ouais, absolument. Voilà. Ou alors, c'est vraiment des niches très particulières. Donc, oui. Mais j'adore parce que c'est ça que tu viens. Ah, parce que Patrick est déjà venu sur Parlons peu, mais parlons pour ceux qui ils suivent beaucoup l'émission. Alors, l'épisode s'appelait Orgasme, mon ami. Oui. Et d'ailleurs, il perd, pendant l'émission, il perd la recette ultime de l'orgasme. C'est ça qui est vraiment très drôle, c'est qu'il vient de nous dire qu'il sait comment absolument donner un orgasme à quelqu'un, à son partenaire, en 3 secondes, mais il ne retrouve pas la recette, donc il la cherche pendant tout le temps, et ça nous rend folle. Mais je la cherche toujours, hein, depuis. Hein. Ça fait quoi, 4 ans qu'on a fait ce truc-là? Je la cherche toujours. Ah. Si tu la retrouves quand même, tu me passes un petit coup de fil. Ça pourra aider 2-3 potes. Je t'envoie un petit message, ouais, ça marche. Et donc ça fait l'éternité qu'on se dit comment on peut le faire revenir, sur quoi on peut le faire revenir. Ben voilà, j'ai trouvé. On viendra personnifier les histoires qu'on n'a pas faites dans le premier volet de Et si on draguait comme les animaux. Ah mais avec plaisir, avec plaisir. Je précise juste que j'ai vu passer un pote parmi les gens, c'est Mathieu Pradalé qui a la chaîne French Food Porn, qui parle aussi de sexualité et de cuisine. Oui. Donc voilà. Salut Mathieu, je t'ai vu passer. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps. C'est très bien. Mais finalement, oui, le cul et la cuisine, ça se marie bien. Nous, on avait fait des recettes aphrodisiaques. Ah, d'accord. Voilà, comme quoi, par exemple? C'était essentiellement à base de gingembre. Hein. Bien sûr. Mais ça partait complètement, c'était un sketch, quoi. Ça partait complètement en vrille avec mon personnage, tu sais, qui est un peu décalé. Donc, c'était plus de l'humour. Parce qu'à la base, en fait, nous, on n'était pas une chaîne de vulgarisation comme toi en tant que telle. Nous, c'était vraiment de l'humour. Et comme on vient de la comédie de la fiction, on n'avait pas au départ comme idée de donner des infos aux gens. On voulait juste se marrer et décomplexer et faire une sorte de... Tu te souviens Palace dans les années 90 ça, Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et une sorte de Valérie Lemercier, donc ça c'était mon personnage. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on donnait des vraies infos et que les gens étaient autant intéressés par l'humour que par ce qu'on pouvait leur donner comme conseil et redemander plus de conseils. Donc on s'est transformé en chaîne de vulgarisation. C'était pas ça au départ. Donc on a switché un petit peu dans notre ligne éditoriale, on va dire. C'est une très belle évolution. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Alors, ce serait très difficile d'en choisir un au détriment des autres, puisque c'est un peu tous mes bébés. Mais j'avoue que je suis particulièrement fier de La Veillée. Parce que je trouve que c'est un bel événement au cours duquel il y a de belles choses qui se passent et ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. Je crois que tu as partagé en story il y a quelques jours l'histoire de Romain Charles, voilà, auquel je pense beaucoup depuis ce confinement, puisque alors pour ceux qui n'auraient pas vu passer la story de Juliette, c'est donc un ingénieur qui travaille au centre d'entraînement des astronautes et qui a participé à une expérience qui s'appelait Mars 500. Et donc il est resté 1 an et demi confiné dans une espèce de module avec 5 scientifiques. Et le but de l'expérience était de simuler un aller-retour vers Mars, donc 1 an et demi, 7 mois aller, 7 mois retour. Et le but du jeu, c'était de voir si au bout du compte, ils finissaient par s'étriper ou pas. Et donc, non, ils sont tous revenus en vie. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand on s'est retrouvé dans ce confinement, c'était Romain. Donc, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, bon là, toi, tu dois faire ça les doigts dans le nez, j'imagine. Donc, effectivement, pour lui, ça va, il n'y a pas trop de problème. C'était aussi comme Paris, genre, va-t-on s'entretuer? Si la réponse avait été oui, bon, voilà, c'est une expérience. Alors après, il faut préciser donc le module dans lequel se trouvaient les chercheurs, parce que c'était 6 chercheurs, donc il était en Russie, dans une espèce de hangar, tu vois, et ils n'ont pas vu le jour pendant 1 an et demi. Et au milieu de l'expérience, il y a 2 membres de l'équipe qui sont sortis pour simuler une sortie sur Mars. C'est-à-dire qu'on leur a dit, bon, vous allez sortir du truc comme si vous alliez à la surface de la planète. Après, vous revenez et vous repartez pour 7 mois de confinement. Et voilà. Mais si jamais il y avait eu un vrai problème, s'il y avait eu des affrontements ou quoi, évidemment, ils auraient été sortis immédiatement du truc. Voilà. C'est un peu comme un loft, si tu veux, puissance 1000. Ouais. Enfin, un loft sans femme, si je puis me permettre. Ouais, il y avait que des hommes. Et effectivement, ça faisait partie du truc. Tu fais bien de le dire. Ils y avaient réfléchi au départ. Ils s'étaient dit que s'il y avait des hommes et des femmes, il risquait d'avoir des tensions sexuelles. Cela dit,
Il pouvait très bien y avoir aussi des tensions sexuelles entre hommes. Je pense pas qu'ils leur ont demandé si voilà, s'ils étaient homosexuels ou pas. Donc ça s'est bien passé. A priori, il n'y a pas eu de problème comme ça. Voilà. Et ce que tu racontais, c'est ce qui est intéressant aussi, donc tous ceux qui l'ont écouté, c'est qu'il y a des hauts et des bas évidemment, mais que les hauts et les bas n'arrivent pas en même temps pour tout le monde. Et c'est ça qui fait que le groupe est parfois salutaire, c'est que les moments où toi tu plonges, il y a des gens qui te cheer up, qui te remontent le moral, et inversement. Donc tu réussis à passer outre aussi grâce au groupe, que le groupe finalement est plus fort que l'individu. Est-ce qu'une personne aurait réussi? C'est ça que une personne ne se serait pas laissée abattre ou en totale dépression? On ne sait pas en fait ça. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à certaines histoires qu'on a pu avoir à la veillée de personnes qui ont vécu des moments très très durs, des périodes de crise. Je pense notamment à l'épisode avec Balak. Alors, je sais pas si tu l'as vu, mais Balak, donc c'est un dessinateur qui était au Bataclan le soir des attentats. Et donc voilà, évidemment épreuve terrible. Mais il était venu nous parler, lui, de l'altruisme auquel il avait pu assister, quoi. C'est un type qui, paradoxalement, à cette époque, était assez désabusé par rapport à la nature humaine. Ce soir-là, il a vu des gens en aider d'autres au péril de leur vie. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à croire en l'altruisme pur parce qu'il a constaté que ça existait vraiment, des gens qui pouvaient prendre des balles pour des inconnus. Et donc, il me semble que dans les périodes de crise comme celle qu'on traverse, évidemment, on voit des trucs terribles, on voit des gens qui pillent des voitures d'infirmières, c'est horrible. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont prêts à tout pour aider leur prochain, il y a des gens qui vont faire des courses pour leurs voisins retraités. Et moi, en général, c'est plutôt de ce côté-là que je préfère regarder. Mais oui, en général, dans les crises, les deux extrêmes se révèlent, quoi. On voit aussi de très belles choses. Ouais. Ben, là, on en a vécu deux. Nous, en tout cas, je me souviens, on était ensemble 3 jours après le Bataclan, on avait chanté Imagine. Oui, voilà. Exactement. Et on se parlait de ça parce que c'était le premier drame, on va dire, qu'on vivait, nous, personne, on est nés à peu près dans les années 80 tous les deux. Ouais. Comment dire, on a toujours eu... Moi, j'avais par exemple ma grand-mère qui a caché des juifs pendant la guerre, qui s'est battue, qui a été résistante, etc., qui a pris des risques alors qu'elle était déjà maman. Et je lui disais, mais mamie, mais t'es mon héroïne. Elle me dit, mais on réfléchissait pas comme ça. C'était naturel, c'était tellement une période de merde que soit tu basculais, c'est vrai, bah, tu dénonçais les gens, mais la plupart des gens, finalement, ça leur semblait normal d'aider les autres. Et là, maintenant, dans le confinement, je me rends compte de beaucoup de gens qui switchent complètement et qui deviennent vraiment empathiques et humains. Et c'est vrai que face à l'horreur, eh ben, l'être humain est dans l'entraide. C'est ce que disait notre ami Pablo Servigne. C'est que l'effondrement, c'est pas forcément la catastrophe parce qu'il y a une forme d'entraide humaine qui fait qu'il y a un renouveau derrière, un renouveau peut-être plus humain, moins économique. Moins individualiste et finalement plus vertueux. Et j'ai l'impression, c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la majorité des gens. Je pense que en majorité, les gens ont plutôt tendance à aller vers l'autre et dans ce type de situation-là, on a plutôt envie d'aider plutôt que d'enfoncer. Et voilà. Bon après, je pense qu'on est tous les deux des optimistes quoi qu'il arrive, mais oui, je pense que l'expérience démontre qu'il y a plus de bon a priori que de mal. D'ailleurs, je vois, donc j'ai une copine qui s'appelle Ornella qui suit le chat, qui elle était au moment de ce que je t'ai raconté, le tremblement de terre à Bali avec Julien, mon ami, qui ont aidé énormément de gens à s'en sortir et qui n'ont même pas réfléchi. Pour eux, c'était évident de tendre la main et d'essayer de sortir les gens quand il y a une énorme catastrophe naturelle pour aider. Et je pense que le cerveau se met en mode survie. Et survie, pas que pour soi. Survie, on est tous connectés. 1 + 1 = 1. Absolument. Ça y est, elle fait de la philo. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que dans ce genre de situation-là, on se révèle même à nous-mêmes, quoi. Je pense que tant qu'on n'est pas confronté, on peut pas être certain de la manière dont on réagirait. Je pense qu'on voudrait tous être des héros, évidemment. Si on s'imagine dans ce genre de situation, on aime penser que oui, on irait aider les gens, on irait les sauver, mais la vérité, c'est que tant qu'on n'y est pas,
On sait Ben, on ne pas. sait pas vraiment qui on est, quoi. Bah, Et il y a d'ailleurs, des gens qui se révèlent. il me racontait qu'ils étaient avec une famille et le père avait décampé. Il était parti se cacher Terrible. tellement il avait eu peur. Et en fait, ça a été C'est horrible. instinctif. Et après, il s'en est tellement voulu. Il s'est dit, mais je suis cette personne. Et il a vu des psys pendant un an pour se dire, est-ce que je suis vraiment une mauvaise personne? Mais il n'a pas réfléchi non plus. Ça a été instinctif d'aller se mettre Mais ça là. bien sûr. Mais alors, il y a un film, écoute, j'ai plus le titre. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je crois que c'est un film scandinave qui repose entièrement là-dessus. C'est une famille qui est à la montagne. Et puis, tu as le père, la mère, leurs deux enfants, je crois. Ils sont sur une terrasse en train de manger. Et puis tout à coup, il y a une avalanche. Et au début, ils pensent que c'est une avalanche contrôlée. Et puis, ils s'aperçoivent qu'en fait, pas du tout. C'est une vraie avalanche et elle est en train de tout emporter. Et là, le père s'enfuit. Il laisse sa famille derrière elle, tu sais. Et ça dure quelques secondes. Et puis, finalement, on s'aperçoit que c'était pas si grave que ça. Les choses retournent à la normale. Sauf que, évidemment, il y a eu ça et quelque chose s'est brisé, quoi. Et pendant tout le reste du film, les personnages doivent gérer ce moment où le père s'est révélé à lui-même, en fait, tu vois. Et ouais, je pense qu'il va y avoir des moments très, très compliqués comme ça, en période Mais de en même crise. temps, si c'était pas complètement de sa faute, si c'était instinctif et qu'il regrette, ça veut dire que c'est pas totalement une mauvaise personne puisqu'il regrette son geste Bien sûr, et qu'il se déteste de l'avoir fait. Donc, c'est l'animal, ouais, c'est vraiment l'animal qui prend le dessus, quoi. ça. C'est le réflexe de soit de fuite ou de combat. Et ça, bon, tu peux pas l'anticiper, quoi. C'est, ouais. Donc, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'au Bataclan, j'ai entendu des histoires horribles, bien sûr, mais de très jolies histoires de solidarité, de gens qui se sont mis en bouclier sur des balles ou des choses comme ça. Absolument, Et ouais. tu te dis, Ouais. waouh, je pense que la personne qui a fait ça pour sauver ta femme ou ton fils, je ne sais pas comment tu peux le Voilà. remercier assez toute ta C'est vie. clair, C'est... carrément. Ouais, ouais, je suis Moi, d'accord. Je suis d'accord. écoute, Patrick, je ne l'ai jamais avoué à personne, mais j'ai sauvé une vie dans ma vie, mais complètement par hasard. Vas-y, raconte. Complètement par hasard, j'étais, alors vraiment la fille, j'étais en vacances à Zanzibar avec mes parents qui fêtaient un anniversaire de mariage et qui avaient emmené toute la famille à Zanzibar, ok. Je lisais Jeune et Jolie en écoutant mon Walkman à l'époque. Tu te Ouais. souviens du Walkman, au bord d'une piscine. Je ne sais pas pourquoi, je me gratte le pied parce que je crois que j'avais des corps aux pieds. Enfin bref, pas très sexy. Le détail qu'il ne fallait pas raconter. Et Ouais. ce qui me fait redresser la tête de mon magazine. Et là, je vois un petit bras comme ça, mais j'entends pas parce que j'ai le Walkman dans la piscine. Ouais. Personne autour, tout le monde au restaurant, personne ne surveillait la piscine. J'enlève le Walkman, je saute, je prends le petit garçon qui avait 5 ans à l'époque, qui était mais vraiment en train de se noyer, qui ne savait pas Waouh. nager. Je fais un truc Wow. nul que j'avais vu dans Alerte à Malibu, mais le faux massage cardiaque, vraiment, je ne sais pas pourquoi il a recraché la flotte, il a commencé à tousser, alors qu'il était, Ouais. voilà. Et puis, je l'ai séché, etc. Et puis, j'ai retrouvé ses parents qui ne s'étaient même pas aperçus qu'il était parti. Oh là 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 Ça là, s'est waouh. fait, à part, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient commandé le dessert, il a dû partir 5 minutes, à peine, et eux étaient persuadés qu'il était autour de la table. Ouais. Et là, Oh là là. je peux te dire qu'on est devenus Mais alors des attends. amis, on les voit encore, ces gens. Alors attends, ça veut dire que si tu n'avais pas eu de corps au pied, tu ne te serais pas penché pour te gratter le pied et tu n'aurais peut-être pas sauvé cet enfant. Et tout est une histoire de Waouh. corps au pied. Waouh. Ça fait réfléchir quand même. Vraiment. C'est là Alors où je oui, me dis, j'aurais pu squeezer, tu vois, squeezer cette partie-là. Mais tu sais, c'est les champignons, tu sais, quand c'est un peu humide entre tes doigts de pied, tu te grattes souvent, non? Et ça te fait du bien de te gratter. Pardon. c'est Moi, bon. c'était l'instant glamour. Oui, tout à Non, mais fait. voilà. Donc voilà. Non, mais ça m'est venu là, je ne l'ai jamais raconté. Enfin, ça fait des années que je ne l'ai pas raconté, mais je me disais, bah, là, tu réfléchis pas. Mais bon, là, je ne suis pas héroïque parce que ce n'était pas au péril de ma vie. Je saute dans une piscine, je sais nager. Ouais, je pense que pour les parents, enfin même pour la famille, ils doivent avoir un portrait de toi au-dessus de la cheminée, à mon avis. Hein. Ils m'aiment bien. Oui, Ils m'aiment oui, bien. oui. Oui, oui. Oui. Ils ont participé au Kiss Kiss Bang Bang de Parlons peu mais parlons. Ah, j'imagine, ouais. Et même c'est là. Mais c'est qui ces gens si généreux? J'étais là. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Ouais. Alors, oh là là, il y en a des questions, mon Patrick. Mais j'aime beaucoup parce que tu es très concis, tu donnes plein d'infos, mais ça va vite. Je ne pensais pas pouvoir toutes te les poser, mais je pense que je vais y arriver. Quel est l'endroit du monde le plus insolite selon toi
en tout cas ton étrange escale préférée à toi? Alors, je vais me contenter des lieux que j'ai vus, les lieux où je suis allé. Euh, Quand j'étais en Indonésie, tu parlais de Bali tout à l'heure, quand j'étais en Indonésie, donc c'était l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller descendre dans un cratère donc d'un volcan sur l'île de Java qui s'appelle le Kawaïjen. Ah non, d'accord. C'est pas le même Voilà. pour moi. Et Ok. de quoi? Non, non, moi c'est le Mont Bromo. Ah, bon, ok, ben, il est pas loin du Bromo d'ailleurs. Et donc le Kawaïjen, sa particularité, c'est que c'est une mine de soufre. Et donc il y a des mineurs qui travaillent dans le cratère. Et la nuit, il y a des flammes bleues qui s'échappent du fond du cratère. Et c'est unique au monde. Donc tu vois des flammes bleues absolument magnifiques. Et en plus, dans le cratère, donc déjà il faut préciser que la descente est très longue. La montée pour atteindre le sommet du volcan est très longue et la descente l'est aussi. Et donc, une fois que tu es en bas, tu vois ces flammes bleues hallucinantes. Et le matin, quand le soleil se lève, tu découvres que dans le cratère du volcan, il y a un immense lac acide. Donc, c'est le plus grand lac acide du monde. Non, pardon, c'est le lac le plus acide de la planète. Et évidemment, si tu tombes dans ce lac, il vaut mieux sortir très vite parce que tu brûles, hein, Ah littéralement. ouais, ouais, ouais. Mais visuellement, c'est une autre planète. J'ai rarement eu autant le sentiment d'être sur une autre planète que dans ce cratère avec en face de moi un lac acide avec une couleur irréelle. À côté de moi, donc des émanations de soufre jaune. Donc tu as des fumerolles jaunes comme ça. Et tu combines avec les flammes bleues. C'est incroyable. Donc voilà, c'est celui qui me vient à l'esprit là tout de suite. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Mais Est-ce que j'avoue, ouais, Patrick, est-ce que tu pourras m'envoyer des photos? Je les posterai ensuite en story pour que vous ayez une idée de bien du sûr, paysage qu'il décrit. bien sûr, bien Et j'en sûr. Eh profite ben, pour faire un énorme bisou à ma Maude Bettina Marie d'amour que j'aime, que j'embrasse fort, qui s'est connectée au live. Voilà. oh, bonjour Maud. Gros bisous. Mais oui, oui, pas de problème. Et j'en avais mis sur mon compte Instagram. Donc le volcan, c'est le Kawa-Ijen. Kawa-Ijen, voilà. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je pourrais tenir longtemps comme ça. Il fallait que j'en dise un seul, parce que ça peut être très long. Bah, tu peux nous en dire un deuxième parce que je trouve aussi que ça donne des idées de voyage. Alors moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est le cinéma et les voyages. Ouais. Et j'aime bien entendre ce genre d'histoire parce que je me dis, bah tiens, tu vois, moi je suis passée au Mont Bromo, je trouvais ça exceptionnel. Donc pareil, c'était sur l'île de Java. J'ai même pas pensé et je n'ai lu dans aucun guide celui que tu Hmm. décris. Et je trouve ça dommage d'ailleurs. Alors que moi, je suis Ben, c'est typique clair. routard, la C'est, planète. ouais. C'est vrai que le Bromo, quand on arrive au pied du mont Bromo, déjà, il y a une espèce d'immense plaine comme ça, avec des gens qui sont sur des chevaux, etc. Il y a énormément de monde. Le Kawaïjen, c'est moins fréquenté parce que l'ascension est beaucoup plus ardue. Le Bromo, bon, quand tu arrives, c'est plat. Et puis, il y a une petite montée qui est quand même pas mal. Le Kawaïjen, c'est sportif, quoi. Tu montes plusieurs heures et tu descends plusieurs heures. Donc, ça se mérite, mais vraiment, ça vaut le coup. Et sinon, donc, pour citer d'autres lieux, alors ceux-là, j'ai pas eu la chance de les voir, mais j'aimerais pouvoir les voir. C'est des endroits qui se trouvent en Chine. Là, forcément, l'actualité fait qu'on va pas aller les voir tout de suite. Mais en Chine, il y a des endroits absolument incroyables. Et il y a notamment donc les montagnes de Dangxia. Donc sur Google, vous pouvez taper Danxia, les montagnes de Dangxia, qui sont des montagnes multicolores. C'est incroyable, on a l'impression qu'on a pris des crayollas géants et qu'on les a bariolés. Donc les couleurs sont irréelles. Et il y a aussi en Chine le grand Bouddha de Leshan, qui est une espèce de statue gigantesque de près de 80 mètres de haut. C'est un Bouddha qui a été sculpté dans la montagne au 8e siècle. Et donc pendant longtemps, c'est resté la plus grande statue du monde. 80 Et encore mètres. près de 80 mètres de haut, ouais. Donc il faut vraiment imaginer une falaise qui a été sculptée. Et donc on a découpé ce Bouddha géant assis. Et pour l'anecdote, donc au départ, quand ce Bouddha a été construit, c'est parce qu'un moine de l'époque avait dit que pour apaiser les eaux qui passaient au pied de cette falaise, donc en fait il y avait trois confluents qui se rencontraient au pied de cette falaise-là. Donc les eaux étaient très agitées. Et du coup, évidemment, c'était compliqué pour la navigation. Et donc, à l'époque, il y a un prêtre, c'est la légende qui dit ça, un moine bouddhiste, pardon, qui avait dit, pour apaiser les
cours d'eau, on va créer un Bouddha géant. Et donc, il y a eu des moyens énormes qui ont été mis à disposition de ce chantier-là, sauf que c'était trop ambitieux et le chantier s'est arrêté. Et le moine en protestation s'est enfermé dans une grotte, donc il a fait une grève de la faim, et il est mort, selon la légende. Et c'est un siècle plus tard que les travaux ont recommencé. Donc le Bouddha a été achevé, et là, ce qui est miraculeux, c'est que l'eau s'est apaisée, la rivière s'est apaisée. Mais pourquoi? C'est pas magique. Parce que forcément, toute la roche excavée de la falaise, elle a été balancée dans l'eau, et ça a créé une espèce de barrage naturel. Ce qui fait que l'eau, de fait, s'est apaisée. Voilà. Donc, le grand Bouddha de Leshan, vous pouvez taper ça dans Google. Grand Bouddha de Leshan, je ne connais pas. Mais est-ce que c'est un peu comme le mont Rushmore aux États-Unis avec les présidents dans la rue? Alors, mais je veux dire même si on veut, sauf que là, au lieu d'avoir juste la tête, tu as le corps entier et c'est colossal. C'est-à-dire quand tu vois les photos, tu vois que les gens font à peu près la taille de l'orteil du Bouddha, quoi, juste la hauteur de l'orteil. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup avec ce genre de lieu, c'est que quand tu le vois, tu te dis, mais ça devrait être aussi célèbre que la Statue de la Liberté, par exemple, alors que pas du tout. Et il y a énormément de sites comme ça. J'ai fait 2 bouquins sur ce sujet-là, sur les sites incroyables qui devraient être plus connus. Donc ça s'appelle Terre secrète et Lieux secrets. Donc ça regorge de sites de ce genre-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Il y en a qui disent, oh là là, j'aimerais trop partir en voyage avec Patrick. Tu m'étonnes, mais vraiment. J'avoue que j'ai du mal à pas faire le guide. Ouais, j'ai du mal. C'est la déformation professionnelle. Ah non, mais quand c'est passionnant, non. Ce qui est chiant, c'est les gens, tu vois, qui lisent le guide du routard mal ou qui, tu vois, qui savent pas raconter. Quelqu'un qui sait raconter des histoires, qui sont porteurs d'histoires, là, c'est passionnant. Tu peux y passer, des heures, quoi. Est-ce que tu es allé à Petra? Alors non, j'y suis jamais allé. Mais bon, ça fait partie évidemment des lieux que j'aimerais voir au moins une fois. Ouais. Toi, t'as eu la chance d'y aller? J'ai eu la chance d'y aller. J'ai eu la chance d'y aller quasi seule parce que c'était juste après la guerre du Golfe que personne ne voulait aller dans ces pays-là. Wow. J'ai fait Syrie, Jordanie. Il y avait plus de touristes du tout. Oh là là. La Syrie est d'ailleurs et toujours, mais bon, était un pays magnifique. Et le site de Petra, on devait être 7 ou 8 à le visiter dans la journée. Et je m'étais mis la musique d'Indiana Jones, la dernière croisade, tu vois, jusqu'au bout. Musique forcément, incroyable. Et voilà. C'est un des plus, je pense que c'est un des plus beaux moments de voyage de ma vie parce que seul, quoi, parce qu'on était vraiment juste avec un guide qui nous expliquait, qui était intéressant comme toi tu peux l'être, qui adorait son lieu et on était seul au monde, quoi. C'était avec des lumières, un coucher de soleil incroyable, enfin. Ah bah 8 personnes à Petra, oui, j'imagine que ça doit arriver très très rarement, ça c'est clair que. Ouais. Après, il y avait des raisons, hein, c'était un peu dangereux, c'est-à-dire qu'à la fois, ils avaient vraiment fermé au tourisme et c'est nous qui avions décidé d'y aller quand même. Bon, il ne s'est rien passé, mais c'était, voilà. D'accord. Petra, ouais, Petra. Bon, après, il y a les canyons, évidemment, le Grand Canyon, Bryce Canyon, ouais. Ça, c'est des sites très, très, très visités. Et puis, Abu Simbel en Égypte, qui m'avait beaucoup plu aussi. Ah oui, c'est pareil, ça fait partie des classiques, quoi. Forcément, c'est incontournable. Ouais. Bien sûr. Mais je trouve ça plus intéressant que tu fasses un guide des choses méconnues. Donc, allez, je vous mettrai aussi en story la référence de son livre, que vous aurez l'occasion de, pourquoi pas même vous faire livrer par des librairies indépendantes, parce que je crois qu'elles livrent encore, et de faire ça en confinement et de voyager par l'esprit, ça fait du bien aussi, quoi. D'ailleurs, je sors un vlog, là, ça me fait du bien, parce que je suis en train de monter en ce moment un vlog sur la Laponie. Oh. Et de revoir, j'y suis allée là à Noël pour emmener mon fils voir le Père Noël parce qu'il croit encore. Ah, je me rappelle de ça. Voilà. Et c'est très très mignon de revoir les images et de voir surtout ces étendues de nature quand tu es confiné. Ça fait un bien fou de monter ces images-là et je me dis, il faut vraiment qu'ils sortent pendant le confinement parce que je pense que ça va faire du bien à tout le monde c'est clair. De le voir. Carrément, ouais. Alors, j'ai eu quelqu'un qui dit bravo pour Chasseur de Monde. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est incroyable. Peux-tu nous raconter un peu ton expérience? Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer Michel Mayor et le grand Alexandre Astier? Bisous de Liège.
Eh ben, déjà merci pour le compliment. Et c'était une aventure assez incroyable ce documentaire-là. Donc alors pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, Chasseurs de monde, c'est un documentaire sur les exoplanètes, donc la recherche des planètes en dehors du système solaire. Et donc on a eu la chance de tourner ce documentaire au Chili, dans le désert d'Atacama, là où se trouvent les plus grands observatoires du monde. Donc, c'est des observatoires qui ne sont pas ouverts au public. Donc, c'était un privilège total de pouvoir y accéder. Et on a pu y aller grâce justement à Michel Mayor. Donc, Michel Mayor, c'est un personnage. Le documentaire parle autant d'exoplanètes que de lui. Il est Donc, génial. c'est un monsieur qui a près de 80 ans maintenant, mais qui a une énergie hallucinante, qui a vraiment de quoi faire rougir beaucoup de trentenaires. Il est incroyable dans son énergie. Et donc, Michel a découvert la première planète en dehors du système solaire en 1995. Et pour la communauté des astronomes et des astrophysiciens, c'est un dieu vivant. Donc, avec Michel au Chili, toutes les portes étaient grandes ouvertes, bien sûr. Donc, on a pu voir des observatoires hallucinants et notamment un observatoire en plein milieu du désert d'Atacama. Donc, le désert d'Atacama, il faut savoir que c'est l'endroit sur Terre qui ressemble le plus à Mars. Donc, c'est un désert rouge dans lequel il n'y a pas la moindre forme de vie. Et d'ailleurs, la NASA envoie ses robots dans le désert d'Atacama avant de les envoyer sur Mars. Tu sais, le rover Curiosity et tout ça. Avant de partir sur Mars, ils sont tournés dans le désert d'Atacama. Et donc, au milieu du désert, il y a un observatoire qui ressemble vraiment à une base de méchants de James Bond. Et d'ailleurs, elle a servi de lieu de tournage pour un James Bond. Donc, c'est au Quantum of Solace. Yes. Et ils ont laissé des morceaux de décor du film devant la base. C'est-à-dire que quand tu arrives, donc déjà, tu as les télescopes géants. Donc, c'est d'immenses bâtiments avec des télescopes à l'intérieur. Et tu as une sorte d'hôtel, ils appellent ça l'hôtel. C'est pas du tout un hôtel, hein, c'est juste le lieu dans lequel dorment les chercheurs, les techniciens, les astronomes. Et donc, cet hôtel est semi-enterré. Donc, de l'extérieur, tu vois juste une espèce de dôme qui dépasse du sol. Et quand tu rentres dans l'hôtel, dans le truc, à l'extérieur, tu as des rochers énormes. Et en fait, ces rochers, ils doivent peser 1 kilo à tout casser, parce que c'est du carton-pâte ils ont été laissés là après le tournage du James Bond. Et donc, quand tu descends dans l'hôtel, alors là, c'est un choc parce que tu te retrouves face à une espèce de forêt tropicale intérieure. Donc ils ont mis des arbres sous terre pour rendre la vie un petit peu plus agréable, hein, puisqu'ils sont quand même au milieu du désert. Et pour faire venir des scientifiques du monde entier au milieu du désert d'Atacama, bah, il faut de bons arguments. Donc voilà, tu as des forêts tropicales un peu partout dans l'hôtel, entre guillemets, c'est pas vraiment un hôtel. Ils ont une piscine, immense piscine. Et donc on a eu la chance de dormir une nuit dans cet hôtel. Et la nuit, donc je me souviens, je suis sorti de ma chambre et au Chili, donc c'est pas un hasard s'il y a les plus grands observatoires du monde, c'est parce que le Chili, en tout cas le nord du Chili, possède le ciel le plus clair de la planète. Donc il y a des conditions qui font que le ciel est limpide. Et donc tu vois vraiment les étoiles comme on peut les voir dans les photos à temps d'exposition longue. Tu sais, ça fait une espèce de rivière de diamants. Ouais. Bah là, c'est ce qui se passe à l'œil nu, quoi. Et c'était irréel. Donc, on avait vécu beaucoup de choses incroyables. Et pour Alexandre Astier, c'est parce que dans ce documentaire, il y a principalement des scientifiques qui sont interrogés. Et je m'étais dit que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un artiste passionné par ces sujets-là, qui pouvait davantage se lâcher parce que c'est très difficile pour les scientifiques de spéculer, par exemple, sur d'éventuelles vies extraterrestres ou sur la possibilité un jour d'aller sur ces planètes-là parce que c'est pas scientifique. On est un peu dans du rêve. Et pour Alexandre Astier, qui lui est juste un artiste passionné, c'était plus simple de partir dans la spéculation et dans l'hypothèse. Voilà, c'était cool d'avoir ce contrepoint-là. Et puis lui, donc, il est vraiment passionné de ça. Donc, on a fait cette interview à l'Observatoire de Paris. Et donc, c'était un bonheur, voilà, de faire ce documentaire. Et il a été diffusé ensuite donc sur France Télévisions et sur la RTS, la télé suisse, parce que c'était une coproduction avec la télé suisse et France Télé. Et c'était une de mes expériences professionnelles les plus marquantes. Et maintenant, il est sur ta chaîne.
Et il est sur la chaîne. Alors, la version qui est sur ma chaîne Axolot, c'est une version de 30 minutes. Donc, c'est la version web qui est un peu condensée. Et la version qui a été diffusée en télé, et qui est toujours d'ailleurs visible, il me semble, sur la chaîne de France Télévisions, c'est une version 52 minutes, donc un format télé, quoi, dans lequel on peut voir davantage d'interviews, davantage de lieux. Mais en gros, les deux versions sont similaires. C'est juste quelques bonus en plus, mais dans l'idée de l'essentiel et dans la version qui est sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu as vu Nostalgie de la lumière, ce documentaire, il demande? Alors, très marrant ça, très marrant, parce que quand on était sur les lieux, pendant le tournage, donc je postais pas mal de stories Instagram où je montrais le désert d'Atacama, je montrais les observatoires, et je recevais tous les jours, des messages de gens qui me disaient est-ce que tu as vu Nostalgie de la lumière? Est-ce que tu as eu Nostalgie de la lumière? Parce que le documentaire se passe là-bas. Et il se trouve, et vraiment, j'y mets pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'à chaque fois j'oublie, il se trouve que je n'ai toujours pas vu ce documentaire, qui a l'air magnifique, et je le ferai, hein, c'est sur ma to-do list, mais il y a tellement de trucs à voir. Donc non, je ne l'ai toujours pas vu, ce documentaire. Bon, bah alors, comme je leur ai tous donné des homework à faire sur toi, tu as ce truc-là à faire d'ici 5 jours, de le regarder parce qu'on va souvent, à mon avis, te poser cette question et tu vas dire oui, je l'ai enfin vu. Et c'était très intéressant. Moi, j'avais vu l'exoconférence de Astier à Paris quand il l'avait joué il y a peut-être 5 ans et j'avais trouvé ça vraiment passionnant aussi. D'allier, bon, évidemment, humour, fiction et sa passion pour les planètes, pour le système planétaire. Je trouvais ça vraiment super qu'un artiste s'intéresse à ça et fasse un seul en scène sur ce sujet-là. C'était un peu inédit. Oui, absolument. Mais moi, je trouve qu'il a un peu créé son propre genre de la conférence spectacle. Il avait fait Que ma joie demeure sur Bach. Bach, ouais. Et c'est pareil, c'était très érudit et à la fois très, très drôle. Donc, ouais, moi, je suis assez admiratif de cette partie-là de son travail. Ouais. Nous, on voulait faire avec Maud parlons peu, mais parlons sur scène, avec une conférence sur la sexualité, avec évidemment beaucoup d'humour, mais aller un peu plus loin. On s'était dit ça, et puis Maud est devenue maman, on l'embrasse toujours, et on s'est dit qu'on allait attendre un peu, parce que la scène, c'est quand même tous les soirs loin de sa famille, les week-ends, enfin, c'est d'une exigence de temps qui n'est pas la même chose que les vidéos YouTube. Voilà. Évidemment. On a préféré écrire un bouquin. Voilà. Mais on ira plus tard. Ouais. Alors, là, il y avait une question. Alors, peux-tu nous raconter une veillée qui t'a marqué, mais tu l'as déjà fait puisque tu t'as parlé de Romain Charles. Alors, peut-être une autre qui t'aurait particulièrement marqué? Ouais, bah, on en a parlé il y a quelques jours. C'est l'histoire de Mathias Malzieu. Alors, en fait, je précise, la veillée, c'est sur YouTube. Vraiment, vous cassez pas, vous tapez la veillée et vous allez tout de suite tomber dessus. Voilà. Et alors, vous abonnez. Je précise que donc, le spectacle existe depuis 2015. Il y en a 2 par an. Donc, on en a fait 10. Et là, le 15 mai, donc la 10e devait avoir lieu le 15 mai au Grand Rex pour fêter les 5 ans. Évidemment, la situation étant ce qu'elle est, on a dû repousser cette édition spéciale, au cours de laquelle il va y avoir des invités énormes que j'avais mis de côté depuis longtemps. Donc, c'est repoussé au 15 janvier 2021. Il reste des places d'ailleurs. N'hésitez pas à chercher la veillée. Voilà, bah super. Donc, sur le site de la Fnac, la billetterie, c'est sur le site de la Fnac. Et donc, on a à peu près 5 à 6 histoires par spectacle. Ce qui fait que sur la chaîne, il y en a une quarantaine. Et évidemment, c'est très compliqué de choisir une histoire parmi toutes parce qu'elles sont toutes très différentes. C'est des gens qui sont très différents les uns des autres. Il y a des gens issus de tous les domaines, des gens anonymes, des têtes connues. Tout se mélange. Et puis parfois il y a des histoires qui sont émouvantes, il y a des histoires qui sont drôles, il y a des histoires qui sont inspirantes. Donc c'est très difficile d'en choisir. Mais récemment, en tout cas sur les dernières éditions, j'ai été particulièrement marqué par l'histoire de Mathias Malzieu. Donc Mathias Malzieu qui est le chanteur de Dionysos, mais qui est aussi écrivain, qui est aussi réalisateur. C'est lui par exemple qui a fait la Sirène de Paris là, qui vient de sortir, il me semble, au cinéma. Voilà, donc c'est un garçon qui est multicasquette et qui est un vrai poète. C'est vraiment un gars, voilà,
C'est comme une espèce de d'elfe fou qui se promène dans la vie comme ça avec poésie. Et il lui est arrivé un truc terrible. Donc, je vais pas tout raconter en détail parce que je vais laisser les gens Allez aller voir. voir l'histoire. Mais en gros, il était en train de terminer son film d'animation. Donc, c'est le cœur mécanique. J'ai plus le titre exact, mais La mécanique ouais, je sais mécanique plus. du cœur. La mécanique du cœur. Mécanique du cœur, absolument. Donc, il est en 6 train de ans de terminer le... travail. De quoi? 6 ans de travail, il disait. C'était la fin, l'aboutissement Ouais, d'un rêve de 6 ans. exactement. Exactement. Donc, il est en train de terminer ça. Et puis là, donc, il est tombé malade. Il a attrapé une maladie très rare, vraiment très rare, qui d'habitude n'arrive pas aux gens de son âge. Et il se pensait condamné, et c'est ce que pensaient aussi les médecins. Et puis, donc, il s'en est tiré d'une manière incroyable. Donc, c'est pour ça que je veux pas rentrer dans les détails parce que vous verrez, c'est fou, l'histoire est folle. Et donc, il a été sauvé par par une personne qu'il ne connaît pas. C'est un don, en fait. Vous verrez, c'est un don de cordon ombilical, donc sur lequel on a prélevé des cellules souches. C'est ce qui lui a permis de survivre. Et normalement, on n'est pas censé savoir, en tout cas en France, qui sont les donneurs. Je ne crois pas que ce soit autorisé en France de le savoir. Pour Et l'instant, là, non. voilà. Et là, la donneuse était en Allemagne. Donc, il a su qui avait donné ce cordon ombilical. Et Parce qu'elle s'est manifestée, parce il a mis une référence. Il a écrit voilà, la référence. il a fait un bouquin dans lequel il racontait son histoire. Et donc, il s'était promis que s'il s'en sortait, il partirait en Allemagne en vélo pour rencontrer cette famille. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'était promis aussi de faire un documentaire, de traverser l'Islande et la Norvège en skateboard. Et il l'a fait aussi. Et il a fait un documentaire qui est sorti sur Arte, je crois. Mais l'histoire de sa maladie et de sa guérison en elle-même est juste incroyable. En Mais fait, parce ça qu'il avait ressemble. une chance sur 1 million de s'en sortir, parce que sa sœur n'était pas compatible. Ouais. Sa sœur avait C'était une chance inespéré. sur 4 d'être compatible. Donc, il s'est dit, une chance sur 4, ça va. Mais après, c'est que ça passait à sur 1 million. Ah, c'est fou. Et C'est chaud. en fait, ça ressemble à une histoire qu'il aurait pu écrire. Et donc, vous verrez, si, quand vous regarderez la vidéo, il y a des tas d'éléments qui sont vraiment troublants, quoi, en fait, qui font écho à des choses qu'il avait écrites. J'en donne une en particulier qui m'avait marqué, c'est que, donc, suite à cette maladie-là, on peut dire qu'il a vraiment vécu une deuxième naissance. Donc, vous verrez pourquoi en regardant l'histoire. Et il se trouve que son groupe s'appelle Dionysos. Donc, Dionysos, c'est le dieu grec, mais l'étymologie, c'est qu'il est né 2 fois. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé, quoi. Donc voilà. Et ce genre de détails, C'est un destin. l'histoire, l'histoire en est truffée, son histoire. Donc voilà, vraiment la veillée de Mathias Malzieu, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous ne connaissez pas du tout la veillée, allez voir l'épisode de Jonathan Cohen, J'allais qui est dire. extraordinaire. Voilà. Extraordinaire parce que l'histoire en elle-même pourrait nous être arrivée. C'est juste qu'il a un don pour raconter et un Bah, c'est don ça. pour faire rire et pour faire des ruptures. En fait, c'est un don de comédien qui est extraordinaire. Ah mais il aurait pu tenir, je pense, une demi-heure et les gens en auraient redemandé quoi, parce que ouais, il a un talent d'improvisation hallucinant et il réussit à être non seulement hyper drôle, mais il est aussi touchant quoi. Sa conclusion est touchante et voilà. En Donc, fait, Jonathan Cohen, pour ceux qui... En fait, c'est Serge le Mito. Serge le Mito, voilà, ça part d'un personnage de la série Bref. Et Kian et Navo disaient qu'ils partaient en impro et que c'était un régal pour eux parce qu'ils avaient juste à écrire ce qui sortait. Mais en fait, tu le poses sur un canapé et il te fait le ouais, scénario, l'histoire et le jeu. ouais, Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un talent parce qu'il y a des comédiens qui sont très bons mais qui ont besoin d'être très cadrés, très bien rassurés, sûr. etc. Lui, comme il part loin, bah, finalement, si tu lui fais Ouais, confiance, il peut t'écrire une série quasiment en live. Donc, c'est clair. et moi, C'est j'avais comme vu ça. une scène dans un spectacle d'impro et il était masqué, donc je ne savais pas que c'était lui. Et je trouvais Ouais, ce personnage incroyable. Donc, c'était des thèmes du public et il changeait à peu près tous les jours de personnages et on choisissait quel personnage allait intervenir, etc. Et lui, je le trouvais très, très bon. Et à la fin, il a enlevé son masque
Et Ouais. c'était Jonathan Cohen. Et j'ai dit, mais c'était. Enfin Ouais, voilà, beaucoup de il est talent. phénoménal. Mais donc, allez voir la veillée. Je vous mettrai celle de Mathias et celle de Jonathan, bon, qui a été vue un million de fois, mais je la mettrai aussi en story. Mais c'est génial parce que c'est ouais, le concept, en gros, pour ceux qui prennent en cours de route, c'est les veillées qu'on avait quand on était môme autour d'un feu de camp pendant les colos et qu'on se racontait des choses, soit qui font peur, soit qui nous sont. Alors, j'en profite d'ailleurs C'est pour ça. passer un message parce que Patrick recherche toujours des histoires. Il n'est absolument, pas terminé. Donc, si vous avez une histoire à raconter, soit qui vous est arrivé, soit un membre de votre famille, etc., n'hésitez pas à moi m'envoyer un message privé. Je vous mettrai en relation avec Patrick. Parce que, notamment des femmes, tu disais qu'il y avait plus d'hommes qui racontaient des histoires. Ouais, bizarrement. Bizarrement. Donc, j'ai besoin d'histoires de femmes. Voilà. Absolument. Donc, des histoires de femmes, si vous avez vécu quelque chose d'incroyable, par exemple, si vous avez eu des corps aux pieds et que vous avez sauvé la vie d'un enfant en féminicide, bon, bah, vous écrivez à Je prends. Patrick et vous vous dites, bah Tous, voilà, c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. ouais. Tout ce qui est mycose, corps aux pieds, Tout ce je qui est prends. mycose, voilà. En plus, ça c'est flore, faune. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a à manger. Donc allez-y. Vous me dites qu'il reste 5 minutes, mais c'est beaucoup trop frustrant. J'ai l'impression que je suis avec lui que depuis 10 minutes. Ok. En fait, il faut savoir, Patrick, que les lives Insta se coupent Oui, au bout d'une heure. automatiquement au bout d'une heure. Donc, et là, Ouais. ils me préviennent quand il reste 5 minutes. Donc, vous savez quoi? Si j'ai pas fini, on va pas se stresser parce qu'on a le temps. Je relance un live pour qu'il puisse vous dire au revoir et répondre à la dernière question. Voilà. Allez, pas de problème. Hein, c'est le même prix. Bon. Je voulais te faire un petit questionnaire de Proust. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr, bien sûr. Le questionnaire préféré de Pivot. Ouais. Très, très fan de la dictée. Est-ce que tu as déjà fait une dictée de pivot? Ah, quand j'étais plus petit, oui. Je pense que ça a dû m'arriver, ouais. C'était très dur. Je crois que j'en ai fait une fois, j'ai fait 43 fautes ou quelque chose Ouais, comme ça. ouais, non, mais c'est pas possible. Ça dégoûte pas mal de l'orthographe, j'avoue. Complètement. Ah bah surtout que là, en ce moment, je suis en train d'apprendre l'orthographe à mon fils qui a 6 ans, qui est en CP, et qui me pose des questions, mais du style pourquoi foi, ça s'écrit F-O-I-S alors que c'est il était une fois. Ah, ouais, non, mais foi. C'est pas, tu sais, il y a la comptine, là. Il était une fois dans la ville de Foix, une marchande de foie qui disait ma foi. Oui, Pourquoi autant mais, de versions différentes mais de c'est ce surtout mot? qu'il m'a fait réaliser qu'une fois, il y avait un S, que le foie qui était masculin, Il y a un E. il y a un E. Et en fait, et plus ça va, plus je me dis, mais en fait, c'est insupportable comme langue. Ouais, je suis d'accord. T'as l'impression, tu sais, qu'ils se sont réunis en disant ouais, viens, on va les faire chier un peu, tu sais, on va faire n'importe quoi. Tout le monde, ouais, on est d'accord, tu vois. Et qu'à un moment donné, il y avait pas la logique, quoi. Parmi eux qui disaient attendez, il n'y a Ouais, pas de logique dans ce que vous ouais. êtes en train de faire. Ça n'a aucun sens. Je m'arrache les cheveux Ouais. avec mon fils qui essaie d'apprendre. Alors, le questionnaire de Proust. Bah oui, c'est moi qui fais des digressions. Alors, quel serait ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur. Eh ben, je vais pas te mentir. Mon rêve de bonheur, ce serait vraiment de continuer ce que je fais actuellement, parce que je peux difficilement être plus heureux qu'en partageant les choses qui m'émerveillent et qui m'étonnent. Donc là, je vis un rêve, le fait de pouvoir vivre ma vie en faisant des bouquins, en faisant des vidéos, en partageant toutes ces choses-là. C'est vraiment un rêve et j'en ai conscience chaque jour de cette chance-là. Donc mon rêve de bonheur, ce serait que ça continue le plus longtemps possible. Et puis je suis en plus voilà avec une personne que j'aime plus que tout. Donc tout va bien. Vraiment, je te dis, ce serait très compliqué de souhaiter autre chose que ce que je vis actuellement. Donc voilà, que ça continue longtemps. Et en plus, ils ont adopté des poules. Ah, c'est vrai. On a 3 poules, ouais, Qui tout à ont des fait. super noms, hein, de stars au lieu. Il y a Jessica Chastain, je sais plus, j'ai oublié les 2 autres. Ouais, et Mary-Kate et Ashley Olsen. Voilà. Et elles portent bien leur nom. Ouais. J'y pense à adopter une poule. À part toi, qui voudrais-tu être? Waouh. Bah, c'est compliqué parce qu'on sait jamais vraiment ce que vivent les autres, quoi. On peut jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur des gens. Donc c'est une question très compliquée.
Il faudrait que ce soit une personne qui vive des choses qui me font très envie. Je réfléchis qui je voudrais être. Euh, je viens de regarder la série sur Disney+ qui s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum. Donc c'est l'acteur Jeff Goldblum qui se balade à travers le monde et qui part à la découverte de sous-cultures, la sous-culture des tatouages, la sous-culture des baskets, et qui fait découvrir ça aux gens. Là tout de suite, je te dirais Jeff Goldblum parce que le mec est extrêmement cool, extrêmement agréable, très charmant, et puis il a l'air heureux dans sa vie ce gars-là. En plus, il est jazzman aussi, donc voilà ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Jeff Goldblum a l'air plutôt pas mal dans sa vie là. Mon Patrick, ça va couper. Est-ce que tu m'autorises à relancer un live pour finir mes 8 petites questions qui restent? Allez, ça marche. Ça marche? Allez, à tout de On suite. vous donne rendez-vous tout de suite sur le live d'après, toujours sur mon compte, parce que là, je crois que ça va couper d'ici 10 secondes. À tout de suite, mon Patrick. À tout de suite. À Tout le monde. toutes. Il arrive. Allô? Voilà. Ils sont Ah. ravis de t'avoir découvert. Je suis Oh, contente bah, ça me fait très plaisir. d'avoir été l'entremetteuse. Ah, J'adore bah, ça. ça me fait chaud au cœur. Merci à tous. J'adore présenter des gens à d'autres gens. Et j'ai 3 mariages et 3 bébés à mon petit répertoire personnel Waouh! de dîner arrangé, mais vraiment très très bien fait. C'est-à-dire, c'est pas le genre de dîner gênant où tu Oui. dis oh mon Dieu, l'enfer. C'est plutôt des grosses soirées qui étaient bien vues Ok. au bon moment. Donc, tu es marraine de combien d'enfants là? Une bonne douzaine? Non, alors figure-toi que souvent je me fais voler la vedette par les frères et sœurs des personnes en question qui passent Oh, devant au dernier moment. Je comprends quelle pas. injustice. Je suis Quelle marraine injustice. d'un sur les 3. Mais D'accord, pas les mal. 2 autres, c'est les frères et sœurs qui m'ont. C'est pas grave, c'est pas grave. Je prends pas mal. Le pays, quel est le pays où tu aimerais vivre? Waouh, eh ben, donc j'ai une série de vidéos sur la chaîne Axolot qui s'appelle L'étrange escale. Et donc le principe, c'est d'aller dans les grandes villes du monde pour faire découvrir les choses un peu méconnues, justement les curiosités, les bizarreries des villes. Et donc il y a plusieurs villes dans lesquelles je me suis dit, ah là, vraiment, je poserais bien mes valises. J'ai adoré San Francisco, par exemple. Je trouve que c'est une ville extraordinaire, San Francisco. Elle te va bien cette ville? C'est une ville. Bah merci. C'est une ville. Non, mais parce que j'explique pourquoi. C'est une ville relativement végane, très comment dire, très cool, où les gens sont très cool dans le genre de mode de vie cool, très healthy comme on dit, très Ouais. sur la santé, et un peu geek. Ouais, c'est clair. Bah, il y a la Silicon Valley à quelques kilomètres. Et puis, il y a une ouverture d'esprit incroyable. Ça. Les gens sont très ouverts d'esprit et il y a vraiment quelque chose d'assez magique dans l'air. Voilà, donc San Francisco m'avait beaucoup plu. Donc les États-Unis en général, New York aussi, bref, voilà, ça a été de très bons souvenirs. Mais pour être un peu plus original que ça, un souvenir de voyage qui m'avait beaucoup marqué, c'est les îles Canaries, en particulier Lanzarote. Donc les Canaries, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout les Canaries, c'est un archipel qui se trouve au sud de l'Espagne et donc qui est constitué de 7 îles. Et donc moi, j'avais passé une semaine sur Lanzarote, qui est l'île le plus à l'est de l'archipel. Et c'est une île, on parlait tout à l'heure des lieux de science-fiction. Lanzarote, c'est une île qui donne vraiment l'impression de passer des vacances sur une autre planète. C'est une île volcanique, donc elle est recouverte de lave et elle est très préservée. Donc il y a un artiste qui s'appelait César Manrique qui s'est battu contre les promoteurs pour éviter que la ville soit entièrement bétonnée et ressemble à la côte ouest à la côte est, pardon, de l'Espagne. Donc éviter ce truc très très touristique avec des immeubles de partout. Et donc il n'y a pas d'immeuble de plus de 2 étages sur l'île.
pour préserver ça, les panneaux de pub sont interdits sur les routes. C'est-à-dire que quand tu roules, il n'y a pas du tout de panneaux de pub et tu traverses comme ça des étendues gigantesques de lave séchée. Et il y a des volcans partout, à perte de vue, partout où tu regardes, il y a des volcans. Et il y a un lac, par exemple, vert fluo, qui est posé sur une plage de sable noir. Enfin, que des visions comme ça incroyables. Et honnêtement, quand j'étais là-bas, je me disais que il y ferait sûrement bon vivre parce que c'est une île qui est préservée du tourisme de masse, ce qui devient de plus en plus rare, bien sûr, et qui est à la fois très étrange, très agréable, très belle. Donc voilà, pour être un peu plus original que les États-Unis, les Canaries, ça a l'air assez sympa. C'était le cas de Cuba quand j'y suis allée il y a 15 ans, quoi. D'accord. Il n'y avait pas de publicité, il y avait l'embargo américain, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de… Mais bon, il y avait quand même, je pense, une pauvreté. Alors, il y a un très, très haut niveau d'éducation. Tout le monde va à l'école. C'est une école publique gratuite, obligatoire, etc. Donc, les gens sont très cultivés. En revanche, un niveau moyen de PIB par habitant qui est quand même en dessous de… C'est ça aussi, c'est que tu as envie de vivre aussi dans un environnement où les gens vivent bien, quoi. Bien sûr, bah oui, c'est clair. C'est clair. Je sais pas si je dirais… Moi, je pense que je dirais Lisbonne. Pour y avoir vécu 2 ans, ça reste pour l'instant mon top one de ville. Ah bah j'y étais il y a 2 mois, juste avant le confinement en fait. Et j'ai trouvé ça fantastique. Enfin, Lisbonne et les alentours, quoi. C'est une ville qui est entourée. Je pense à Sintra, par exemple. C'est magnifique. Ouais. Sintra, c'est incroyable. Enfin voilà, oui, il y a beaucoup de villes qu'on pourrait citer comme ça qui sont assez magiques. Et c'est une ville où il fait bon vivre. Les Portugais sont très très chaleureux. Cet esprit méditerranéen. Enfin, moi, je suis italienne, donc j'aimais le linge aux fenêtres, les heures ensoleillées comme ça, les gens qui ont le temps de se parler, qui ont un rythme moins speed que chez nous. Ouais. Je comprends. Enfin, chez nous, je parlais de Paris. Maintenant que je vis à 7, je me retrouve complètement dans la ville de Lisbonne, donc je suis très très heureuse. Tes héros dans la fiction? Mais héros dans la fiction, des personnages de films, oui, de séries, etc. Ouais. Ça peut être un petit personnage de BD aussi, un petit personnage juste s'il n'a pas existé parce qu'il est fictionné, mais c'est ton petit héros ou ton héroïne. D'accord. Je réfléchis. Ce qui est délicat avec le questionnaire de Proust, c'est que on se dit que si on choisit quelque chose, forcément, on renonce à beaucoup d'autres choses. C'est le problème du choix. C'est toujours très compliqué. Alors, il y en a un qui dit, moi, c'est Capitaine Flamme. Comme ça te laisse réfléchir. Ouais. Alors, il y a un personnage que j'aime énormément dans la culture populaire, c'est le docteur Manhattan, qui est un des personnages de Watchmen. Watchmen, c'est une série de bande dessinée qui a été adaptée au cinéma par Zack Snyder il y a quelques années de ça, et qui a été adaptée en série cette année, donc sur HBO. Et le personnage du docteur Manhattan, c'est un personnage que j'aime particulièrement parce que c'est une espèce de dieu, en réalité, vivant, omnipotent, omniscient. Donc c'est un personnage qui est capable de remodeler la réalité selon sa volonté. Il peut contrôler la manière dont les molécules sont assemblées. Et c'est un personnage qui est tiraillé entre son statut de divinité et ce qui lui reste d'humanité. Donc au fil de l'histoire, il s'éloigne de l'humanité, mais il y reste quand même attaché. Et je trouve que c'est vraiment un très 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 beau personnage. Et juste avant ça, je pensais à une série que j'aime énormément, qui s'appelle Six Feet Under. Je sais pas si tu as vu Six Feet Under, voilà, qui moi est une de mes séries préférées. Et très longtemps, le personnage de Nate, qui est un des héros de Six Feet Under, était un de mes personnages de fiction préférés parce que je me projetais beaucoup dans ce personnage et j'étais très attaché à lui. Donc je pense à Nate là, spontanément. Si vous n'avez jamais vu Six Feet Under, n'hésitez pas. C'est une série qui a maintenant une bonne quinzaine d'années. Ouais. Dis donc, ça passe très vite. Ouais. Mais qui reste pour moi une des plus émouvantes, une des mieux écrites qu'on ait jamais vues à la télé. Ouais. Voilà. J'entends une voix féminine que tu salueras pour moi derrière. L'acteur est Peter Krause, absolument.
Je vois passer le nom Peter dans le Krause, ouais. Ouais, ils sont au Peter taquet, Pan, hein. ouais. Ils sont à fond. Ouais. Ton héros ou héroïne dans la vraie vie cette fois-ci? Héros ou héroïne dans la vraie vie? Ah là là, je réfléchis, c'est très compliqué. Héros ou héroïne dans la vraie vie? Bon, pareil, spontanément, hein, je prends le premier qui me vient à l'esprit, sinon ça va être trop long. Mais je pensais, par rapport à la situation actuelle, à Philippe Semmelweis, qui est un médecin hongrois totalement oublié, donc il est au 19e siècle. Et j'avais parlé de lui dans un petit bouquin. Donc au 19e siècle, la mortalité chez les mères qui venaient d'accoucher était très élevée. Donc c'était 18% de mortalité. Et donc Semmelweis était directeur d'une clinique en Hongrie. Et il avait décidé de faire baisser ce taux de mortalité qui était dû à une maladie qui s'appelait la fièvre puerpérale à l'époque. Et on n'arrivait pas du tout à l'éradiquer, cette maladie-là. On pensait que c'était incurable et on s'était résigné à ce que 2 femmes sur 10 presque meurent en couche. Et donc Semmelweis, il a eu une idée. Il s'est aperçu que dans sa clinique, les médecins qui venaient accoucher les femmes pratiquaient également des autopsies. Et donc, à l'époque, on ne connaissait pas encore les microbes, c'est arrivé quelques années plus tard. La théorie des microbes n'existait pas. Et Semmelweis s'était dit qu'il y avait comme une espèce de substance cadavérique qui passait des morts jusqu'aux femmes enceintes par l'intermédiaire des médecins. Et il a eu une intuition. Il s'est dit, je vais demander aux médecins et aux étudiants en médecine de se laver les mains. Voilà, avant d'aller s'occuper des femmes en train d'accoucher. Et là, le taux de mortalité est passé de 18% à 1,2%. Et donc, il a sauvé comme ça, par cette intuition, des milliers de personnes. Alors, il n'a pas été reconnu de son vivant, parce que à l'époque, comme on n'avait jamais observé de microbes, on ne comprenait pas comment ça marchait. Simplement, on observait que ça marchait. Et donc, il est mort quelques années avant que Pasteur et d'autres découvrent les microbes et qu'on comprenne que, voilà, c'était pas de la superstition de se laver les mains avant d'opérer les gens ou d'accoucher les femmes. Et aujourd'hui, évidemment, on sait à quel point c'est important de se laver les mains. Donc voilà, un des héros oubliés auxquels je pense. Je pourrais t'écouter des heures, Patrick. C'est passionnant. Ok, tu viens de m'apprendre encore un truc. Ton héros dans l'histoire, cette fois, c'est un peu ce que tu viens de dire finalement, puisqu'il est mort. Ouais. Bon, oui, c'est un personnage historique, mais mon héros dans l'histoire, je réfléchis. Oui. Alors j'ai un héros et une héroïne. Donc l'héroïne, elle s'appelle Irena Sandler. Et donc elle aussi, voilà, c'est une héroïne oubliée. Donc Irena Sandler, c'est un peu l'équivalent féminin de Schindler, sauf que elle n'a pas eu de film et pourtant elle a sauvé plus de gens que Schindler. Donc c'était une infirmière qui donc travaillait dans le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui faisait évader des enfants du ghetto de Varsovie en les camouflant dans des sacs. Et donc elle a sauvé comme ça des milliers et des milliers d'enfants au péril de sa vie. Elle a été arrêtée par la Gestapo, elle a été torturée, elle n'a jamais donné les noms des enfants qu'elle avait sauvés. Et donc c'est une femme qui n'a pas eu, bien sûr, comme beaucoup de femmes, évidemment, la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir, même s'il y a une bande dessinée qui est sortie il y a 2 ans, je crois, sur elle, mais je pense qu'elle mériterait plus. Et un héros, donc un autre héros oublié de l'histoire. Il y a un livre sur elle, il y a des gens qui demandent, en tout cas, promis, si un jour je réalise un biopic, ça sera sur elle. Parce que donc je connais plus que ça, c'est-à-dire que je suis passionnée par elle et mon rêve, ça serait de l'incarner au cinéma. Voilà, parce qu'il y a pas... alors là, vraiment, il faudrait qu'il y ait un Schindler avec Irena Sandler, ça c'est clair. C'est la liste de Sandler, en fait. Exactement. Ouais. Et puis, donc, alors, un autre héros, vraiment totalement oublié mais méconnu, c'est Stanislav Petrov, donc qui était un officier russe. Et donc, au début des années 80, les États-Unis et la Russie étaient plein conflit, bien évidemment. C'était le sommet de la guerre froide. Et donc, chacun des 2 blocs s'attendait à une attaque de la part de l'autre. Donc, les 2 blocs s'attendaient à recevoir des missiles sur la tête parce que les tensions étaient à leur maximum. Et Stanislav Petrov, c'était donc un officier qui travaillait dans une base
qui était donc censé détecter les attaques éventuelles justement, base qui détectait les missiles qui pouvaient être lancés sur la Russie. Et donc un soir, sur son écran radar, il voit 5 missiles qui clignotent en rouge comme ça sur son écran. Et donc ça, c'est le signal. Ça veut dire que des missiles ont été lancés, que les États-Unis attaquent, et donc il fallait absolument qu'ils préviennent ses supérieurs pour les alerter de cette attaque, pour qu'une contre-attaque soit effectuée immédiatement. Et donc, passer ce coup de fil, dire oui, j'ai sur mon radar des missiles, c'est la guerre, eh bien, c'était déclencher une troisième guerre mondiale qui aurait sans doute été la dernière, puisque ça aurait été une guerre mondiale nucléaire. Et donc, Petrov, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait le plus gros coup de bluff de l'histoire, c'est-à-dire que au culot, il s'est dit que c'était pas normal qu'il y ait si peu de missiles en fait sur son radar. Il s'est dit si les Américains décidaient d'attaquer la Russie, ils enverraient tout leur attirail, il n'y aurait pas que 5 missiles. Et puis, en plus de ça, cette observation radar n'était pas confirmée par des radars au sol. Donc tout ça lui semble bizarre. Et donc, dans le doute, il se dit, je ne vais pas prévenir mes supérieurs parce que l'enjeu est trop important. Donc, il a rien fait. Et là, il y a eu 10 minutes très, très, très longues au cours desquelles il a pu s'apercevoir qu'il a eu raison, puisque c'était un bug, en fait. C'était une mauvaise interprétation des radars qui ont mal interprété donc les reflets du soleil sur les nuages. Et donc, Petrov, ce jour-là, a sauvé le monde. Il a littéralement sauvé le monde. C'est pour ça que mon premier bouquin s'appelle L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement. Donc, il a sauvé le monde et il n'a pas du tout été comme on pourrait se l'imaginer. Il n'a pas du tout été traité comme un héros. Au contraire, hein, c'était une source d'embarrassement pour l'armée russe, puisque du coup, c'était le témoin vivant d'une imperfection du système soviétique, en fait. Et donc, il a plutôt été poussé vers la sortie. Et c'est 15 ans après, donc un de ses collègues qui avait assisté à ça, donc a écrit une autobiographie et a cité cet épisode dans son livre. Et à partir de là, donc Petrov a été reconnu, il a reçu une médaille des Nations Unies, donc il a été récompensé par les Nations Unies, et donc il a été beaucoup interviewé. On peut trouver beaucoup d'entretiens sur Internet, hein, si vous tapez Stanislav Petrov. Et donc lui, ce qu'il dit quand on lui explique qu'il a sauvé le monde, c'est que il a rien fait du tout, en fait. Il a juste pas appuyé sur le bouton, tu vois. Mais en faisant ça, il a sauvé le monde. Donc, voilà. Voilà un vrai héros méconnu. C'est dingue. Qui mériterait un film, lui aussi. Ouais, exactement. Je me dis, mais pourquoi là, pour le coup, personne n'en a fait un film? Bon, pas encore. Peut-être que les gens travaillent dessus depuis... C'est difficile les biopics parce que en général, ils ont pour contrainte de faire des biopics sur des gens qui sont connus. Je veux dire, les producteurs, ils vont produire un biopic qui va ramener des gens en salle tout bêtement. Et Bien sûr. je pense que le titre comme ça, si personne ne le connaît avant, c'est un peu un pari risqué, un pari fou. Peut-être que des gens comme Claude Berry auraient pu le faire ou des gens qui prenaient vraiment beaucoup de risques. Mais là, à l'heure actuelle, on est plus dans une ère de on va faire ce qui marche. Hein. Donc, on va faire soit du Marvel. En plus, ce qui est un peu délicat, c'est que c'est un héros qui n'est pas reconnu comme tel par les Russes, puisqu'encore une fois, pour les Russes, c'était plus une source d'embarrassement. Et on imagine mal, par exemple, les Américains faire un film à la gloire d'un officier russe qui aurait sauvé le monde. Exactement. Donc, c'est un peu délicat comme situation. Ou ça Mon Patrick, tu bugs. Voilà. Tu as bugué. Je disais peut-être que alors les gens connaissent plus. J'ai eu des petits bugs. Oui, je t'entendais plus. T'étais en Frozen. Ah d'accord. Ok. Le personnage historique que tu détestes le plus. Et t'as pas le droit de dire Hitler. Wow. Bien sûr, hein, évidemment, ce serait un peu trop facile. Alors, eh bien, je citerai Thomas Midgley. Donc, vous pouvez chercher son nom dans Google. Thomas Midgley, ça s'écrit Midgley. Donc, autant Petrov, c'est l'homme qui a sauvé le monde, autant Thomas Midgley, c'est l'homme qui a quasiment détruit la planète à lui tout seul. Donc, c'était un mec qui bossait chez Ford et il était ingénieur chez Ford dans les années
les années 30-40. Et à l'époque, donc, Ford cherchait un moyen de réduire les perturbations qu'il y avait dans les moteurs à explosion. Donc, les moteurs à explosion, ça faisait beaucoup de bruit, d'où le nom. Et donc, Ford essayait de mettre au point un moteur qui tournerait de manière un peu plus fluide. Et donc, Midgley a mis au point l'essence au plomb, tout simplement. Et ça a été une invention géniale sur le moment parce que ça a marché. L'essence au plomb, ça a permis au moteur de mieux tourner. Sauf que on s'est aperçu des années plus tard que l'essence au plomb avait pollué la totalité de la planète. Donc c'est pour ça que l'essence au plomb n'est plus en vente depuis du sans-plomb, quelques d'ailleurs. années. Voilà, maintenant c'est du sans-plomb à cause de ça, parce que le plomb, évidemment, c'est un poison pour l'environnement, et donc l'utilisation massive pendant des décennies de l'essence plombée a vraiment pollué considérablement la planète. Donc c'est à cause de Thomas Midgley, mais qui lui, au départ, n'a pas fait exprès, hein, il a juste cherché une solution pour que les moteurs à explosion tournent mieux. Ça, c'est un premier truc. Et d'ailleurs, à l'époque déjà, les ouvriers de Ford qui travaillaient sur cette essence plombée avaient des problèmes de santé puisqu'ils étaient exposés au plomb en permanence. Et donc Midgley, qui était un très bon communicant, avait fait une conférence de presse où il se lavait les mains avec de l'essence au plomb pour montrer que c'était inoffensif. Ça, c'est un premier truc. Et un peu après ça, comme pour essayer de se rattraper, Thomas Midgley a travaillé sur un autre problème de salubrité publique qui était celui des gaz toxiques dans les frigos. Parce qu'il y a une époque où, quand il y avait une fuite de gaz réfrigérant, c'était extrêmement dangereux puisque les gens pouvaient en mourir. C'était des gaz toxiques qu'il y avait dans les frigos. Et donc, Midgley s'est dit, bon, je vais essayer de me rattraper, je vais inventer un gaz neutre qui ne tuera pas les gens quand ils s'échappent des frigos. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a créé les chlorofluorocarbures, les CFC. Et donc les CFC, évidemment, sur le moment, ça a été extraordinaire, puisque quand il y avait des fuites de gaz, les gens ne mouraient plus. Par contre, on s'est aperçu quelques décennies plus tard qu'il y avait un énorme trou dans la couche d'ozone qui avait été créé par les CFC. Donc, à lui tout seul, Thomas Midgley a empoisonné le monde entier avec le plomb qu'il y avait dans l'essence, et il a fait le trou dans la couche d'ozone avec les CFC. Donc, voilà, il est considéré comme un des êtres vivants qui a fait le plus de mal à lui tout seul à la planète. Et donc voilà, n'hésitez pas à chercher son nom, Thomas Midgley, M-I-D-G-L-E-Y. Son histoire est assez incroyable. S'il l'a fait sans le savoir, est-ce que ça fait de lui la pire personne de l'histoire? Alors non, justement, c'est ça. Lui, il a toujours fait ça pour rendre service, donc il n'a pas su. Et d'ailleurs, oui, il est mort avant d'apprendre qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Et en plus, il est mort d'une façon assez spectaculaire. C'est que comme il était ingénieur, à la fin de sa vie, il avait la polio, Thomas Midgley. Et donc, il avait mis au point un système de poulies pour s'extraire de son lit avec des cordes, etc. Et un jour, donc, sa bonne l'a retrouvé mort, empêtré dans ses câbles. Donc, il s'est finalement tué lui-même avec son propre génie. Donc voilà, il y a peut-être une morale dans cette histoire. C'est fou. Oh là là. Oh. Je ne connaissais pas ce Thomas. C'est dingue. Non, mais t'imagines, tu te réveilles, enfin, tu vois, si ça se trouve, c'était un mec super bien et tout, plein de bonnes intentions, et il se rend compte de ça, mais ça t'achève, quoi. Tu te dis, mais pourquoi je suis née Mais c'est bizarre qu'il soit pas mort empoisonné par le plomb, vu qu'il se lavait les mains avec, etc. Que peut-être d'où la polio. J'imagine que ça a joué sur sa santé après. Oui. Il est mort jeune ou pas? Il avait quel âge à peu près? Si, il est mort assez jeune, hein, donc oui, ça n'a pas dû arranger sa santé. L'enfer, vraiment. Alors, c'est bientôt fini. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Enfin, moi, je transforme en super pouvoir que tu voudrais avoir. Le super pouvoir que je voudrais avoir, vraiment, évidemment, c'est une réponse bateau, mais la téléportation, surtout en ce moment-là. Ouais. Là, si on pouvait se téléporter comme ça immédiatement au sommet de l'Everest. La téléportation, souvent je me dis que c'est le pouvoir ultime, parce que déjà la téléportation, tu peux aller absolument partout dans le monde instantanément sans que ça te coûte quoi que ce soit et sans que ça pollue. Et puis ensuite, bon, évidemment, il y en a qui pourraient dire que le meilleur pouvoir, c'est de voler. Mais imagine que tu puisses te téléporter, tu te téléportes à 5000 mètres, puis tu te laisses tomber, et puis avant de t'écraser, tu te retéléportes ailleurs. Donc c'est aussi une certaine façon de voler, hein, quand on y pense. Ah bah c'est encore mieux parce que tu n'as pas en plus les distances. Ben oui.
Donc ouais, la téléportation, c'est pas mal. J'avoue que. Et pas l'immortalité ou le Benjamin Button qui rajeunit, tout ça, le temps, non. C'est plus Non, l'espace. je pense que l'immortalité, ce serait plutôt un cadeau empoisonné. Tu vois, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que La vie a un la sens valeur parce qu'elle a de, une fin. voilà, que la valeur de la vie est liée aussi à son caractère éphémère et que si on était immortel, du coup, tout deviendrait égal, quoi. Tu vois, sur un temps infini, finalement, tes actes n'ont plus de sens. Alors que, voilà, le fait que la vie soit éphémère, bah, c'est pour moi ce qui lui donne toute son importance. Et voilà. Donc, Moi, ça serait je presque pense que voyager dans le temps parce que je serais quand même très très curieuse de passer d'une époque à l'autre, de voir un petit peu l'évolution des conditions de ouais. vie. Bah, Retour vers le futur, c'est pas mon film culte pour rien. Je peux dire Ouais. que c'est un vrai fantasme de voir la rencontre de mes parents, ma grand-mère jeune, et puis même au-delà, tu vois, le Moyen-Âge, comment Ouais. ça se passait, voir le Ouais. même lieu, tu vois, Paris, mais à différentes époques, ça me... Ouais. Grave. En faisant attention de ne rien toucher surtout. Parce que Mais, sinon, mais tu désaxes le convecteur temporel et tu crées le continuum espace-temps. le continuum espace-temps. Ceci dit, en ayant revu Retour vers le futur, il y a plein d'incohérences scénaristiques dedans. Ah oui, ça. Mais je m'en Ça, étais c'est clair. pas rendu compte petite. Dès qu'on touche au voyage temporel, de toute manière, c'est la foire au paradoxe. C'est très, très risqué, ouais. Oui, mais c'est surtout que le bif vieux, dans le 2, il repart. Bah, tu vois l'incohérence Ouais, dont je parle. Il bien repart sûr, ouais, jeune, ouais. il arrive à arriver au même endroit, alors que normalement, le futur s'est décalé. Donc pourquoi il Ouais. arrive à l'endroit où il y a la DeLorean de Marty et de Doc? Juste, ça les Ah ouais, arrange non, dans le scénario. Mais c'est mais, impossible par rapport à ce qu'ils en disent. mais c'est clair, mais il y a énormément, énormément de théories, justement, par rapport à Retour vers le futur, sur la manière dont ça fonctionne. Est-ce que, donc c'est cohérent si on part du principe qu'il y a plusieurs lignes de temps parallèles? Il y a mille et une théories, mais bon, la vérité, c'est que écrire un film ou écrire une œuvre en général sur le voyage temporel, c'est très casse-gueule. Évidemment. Et Il ça reste faut faire culte. avec les paradoxes, forcément, ouais. Sauf que comme après, il l'explique avec des traits à la craie, le doc, je me dis, ils auraient peut-être dû enlever cette scène-là parce que c'est ça qui m'a mis la lumière sur l'incohérence d'avant. Je me disais, bah, l'explique pas. À la limite, tu dis rien et on se dit, bon, bah, coup de Oui, doute, c'est possible. d'ailleurs, tu parles du doc. On a revu il y a quelques jours la Roger Rabbit sur Disney+. Moi aussi. Et voilà, et le méchant de Roger Rabbit, c'est Christopher Lloyd, c'est le doc. Et c'est choquant parce qu'évidemment, il est méconnaissable. Mais voilà, Comme j'y dans pense. la famille Adams. Exactement, c'est l'oncle Fétide aussi. Esther. Gros moment, il a quand même 3 films cultes dans les années Ouais, 90, ouais, ce cher doc. ouais. Comment t'aimerais mourir? Waouh. Comment j'aimerais mourir? En plein Si orgasme. possible. Ouais, ça c'est vraiment la réponse classique. C'est pas quoi que Comme c'est Peggy cool pour Sport. toi. Ça c'est très, toi, c'est très égoïste comme réponse parce que c'est cool pour soi, L'enfer. moins pour la personne avec qui on est. Hein. L'enfer. Voilà, c'est même assez horrible. Donc, écoute, rien de révolutionnaire, de préférence sans souffrir, sans m'en apercevoir, de préférence vieux dans mon sommeil. Voilà, c'est très bateau comme réponse, mais je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. Hein, donc, voilà. J'aime bien les réponses bateau. Quel est ton l'état présent de ton esprit? Là tout de suite, eh ben écoute, je suis ravi d'être avec toi parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Donc voilà, je suis très content. Et puis plutôt apaisé parce que on en parlait tout à l'heure. Personnellement, comme je travaille à la maison, moi, ma vie n'est pas vraiment affectée par le confinement. J'ai la chance de vivre à la campagne, donc c'est beaucoup plus facile forcément de tenir le coup que quand on est enfermé dans un appartement de 25 mètres carrés en ville. Donc tout ça fait que je m'estime heureux de ma situation et voilà, j'essaie de tirer profit de tout ce temps pour rattraper les choses que je peux pas faire d'habitude. Euh, je rattrape des bouquins, je rattrape des films, je me suis remis au piano. Voilà, j'essaie d'utiliser ce temps du mieux possible. Et donc voilà, pour le moment, je suis assez apaisé et voilà, j'espère que
ça va continuer comme ça. Les deux petites dernières, la faute qui t'inspire le plus d'indulgence. La faute. Euh, la faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Je réfléchis. Alors moi, je vais répondre pendant que tu réfléchis. Moi, je Ouais, crois que c'est la ouais. maladresse. Je Mhm. trouve les gens maladroits, peut-être parce que mon mec est maladroit, mais très touchant. Parce que des gens Ouais, qui font maladresse plus dans le sens, pas verbal, mais physique, de faire tomber des choses, de se cogner, de s'excuser à chaque fois parce ils ont problème de mhm. coordination des membres supérieurs. Bah, c'est Pierre Ouais, Richard, hein. C'est un peu ouais, la chèvre. Ça me touche ouais. beaucoup. Alors, est-ce que ouais, la maladresse peut être considérée comme une faute dans le sens où moi je partais plutôt sur des défauts, tu vois, de type, j'en sais rien, moi, la jalousie ou des choses qui sont considérées comme des défauts. La maladresse, c'est plutôt mignon, mais il y a pas de malveillance derrière, quoi. Donc, du coup, ça, oui, je suis d'accord avec toi, j'aurais pas mal de tolérance par rapport à ça. Mais si on parle de défauts, euh, je réfléchis et là, je t'avoue que j'ai pas de réponse qui me vient de faute pour laquelle j'ai le plus d'indulgence. Euh, d'une manière générale, je suis plutôt indulgent par rapport aux travers les plus humains, quoi. Puisque bon, on est tous, je pense, soumis à un moment ou à un autre à un de ces travers-là. Donc, je suis assez indulgent vis-à-vis des travers qui touchent tout le monde. Voilà. Après là, j'aurais pas de truc La précis à te dire. gourmandise, peut-être. La gourmandise. Ah, la gourmandise, bah évidemment. Mais là, c'est pareil. Comment en vouloir à quelqu'un qui est gourmand c'est ouais, c'est surtout en ce moment quoi. En plus, en ce moment, c'est très compliqué de résister. Voilà, on est soumis à des tas de trucs. En plus, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire des gâteaux à volonté, des petits plats, etc. Donc voilà, donc ça, gourmandise, indulgence absolue, bien sûr, même tendresse totale. Et puis je suis le premier à tomber dedans, donc oui, oui, voilà, on va qu'à Voilà, dire on ça. a trouvé. Je t'ai trouvé, c'est Ouais. bon. Et enfin, quelle serait, donc c'est le mot de la fin, ta devise? Ma devise, je vais te dire, c'est aussi un peu lié à la situation. J'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup de créateurs notamment, artistes, vidéastes, comédiens, plein de gens qui travaillent dans l'art et la création, se, se considérer comme inutile et impuissant dans cette situation. Et moi, je trouve que, en fait, ça n'a jamais été aussi important aujourd'hui de créer. Il y a quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est cette idée que si on considère que l'art est inutile, alors essayons de vivre ce confinement sans musique, sans film, sans livre, sans jeux vidéo, sans tout ce qui constitue la création. Et là, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il y a d'une part les gens dont le travail est indispensable à notre survie. Donc c'est le personnel soignant, c'est les caissiers, les caissières, les livreurs, les camionneurs qui permettent au pays Les de continuer à agriculteurs. tourner. Voilà, tous les gens qui font un travail indispensable à la survie. Et ensuite, il y a les gens qui font un travail qu'on peut qualifier entre guillemets d'inutile, les artistes, mais eux, Indispensable au moral. voilà, ça pour moi, voilà, il y a les choses utiles qui sont nécessaires à la survie et il y a les choses inutiles entre guillemets qui sont nécessaires à la vie tout court, qui nous permettent de vivre. Et donc voilà, si je devais terminer sur un credo, ce serait celui-là quoi. C'est les choses utiles nous permettent de survivre, les choses inutiles nous permettent de vivre. Donc voilà, merci à tous les gens qui essaient comme ça de créer des choses pendant ce confinement pour faire passer de bons moments aux gens. Et donc, tu en fais partie puisque tu fais des lives et tu fais aussi, tu m'avais dit que tu avais fait des épisodes avec les partenaires de ta série, chacun à distance chez soi. Oui, oui, ah bah là, ça rejoint et les bénéfices de la vidéo vont à Merci Soignant. En plus. Donc, donc la YouTube monnaie engendrée, parce que moi je suis très mal à l'aise de dire aux gens faites des dons. Je trouve que c'est moi, ça me met mal à l'aise. Chacun Ouais, donne s'il peut donner.
Ouais, bien Puis sûr. moi, j'ai beaucoup d'étudiants ou de lycéens qui me suivent qui n'ont pas les moyens. Et je trouve ça plus encourageant de leur dire allez voir cette vidéo qu'on a créée pour ça. Et la Ouais, YouTube Money est directement reversée aux soignants. Et là, j'ai trouvé que c'était un truc vertueux où tu ne demandes pas directement l'argent, mais tu as ouais, fait une création et ça revient à ceux qui sont vraiment en première ligne et qui sont nos grands héros du moment, quoi. absolument. Eh ben, c'est super, bravo. Mon Patrick, on a passé 1h35 ensemble. Waouh! Eh ben, dis donc, c'est passé comme une brise. Je l'ai à peine senti. Comme une brise, une petite brise d'été. Ça prouve qu'à mon avis, là, je pense qu'on est prêt pour s'inviter en week-end, passer du temps à plusieurs, Ah oui, sans problème. dès qu'on sera déconfiné. Absolument, je te présenterai mes poules. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte. Tu vas me donner envie, je vais faire de même. Je vais faire de même. Je sens. Je voulais vous remercier de nous suivre et de. Alors, je ne sais pas si ça fait 1h30 que vous êtes là. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, vous avez pu choper des bribes de passion de Patrick par-ci par-là, qui sont les voyages, qui sont l'étonnement, qui sont la science. On est passé par la sexualité des animaux. On a un peu survolé beaucoup de sujets. Le cinéma, voilà. Ouais. Et puis personnellement, ce qu'on ressentait. Donc merci pour ce si bon moment. Ben, merci à toi, merci pour l'invitation. Et Et merci à prends tous les soin de gens toi. qui Et ont je vais suivi. essayer d'enregistrer. Tu sais ce que je devrais faire, Patrick. Parce que ce live-là, j'aurais dû l'enregistrer pour le mettre sur YouTube. Eh ben, il reste pendant 24 heures, je crois, sur Instagram. Peut-être que tu peux le récupérer. Tu crois que je peux récupérer après coup Je pense que tu as sûrement dans ton entourage des gens qui ont la technologie pour récupérer ce live qui va rester 24 heures. Donc, oui, je Ouais. pense que c'est possible. Ça te dirait que parce que je trouve que ce qui s'est dit, contrairement aux autres invités qui étaient nuls, non, je plaisante. Avec Personnellement, plaisir. c'était mon meilleur live Waouh! et j'aimerais en faire profiter le plus de gens possible. Ah ben, Voilà. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok. Et ben, je t'embrasse fort et on se dit à vite en tout Mais cas moi aussi, au téléphone. gros Au revoir aux bisous gens. et Merci d'être de plus en plus nombreux sur au ces revoir. lives. Merci. Merci à tous. Salut. Ciao. Je le mets en replay, oui, promis. Merci à tous et à lundi avec Linda Hardy. Ah, et ça rime en plus, c'est pas mal. Lundi, ça sera Pâques et ça sera avec Linda Hardy. Donc, gardez le moral. Et puis je vois que j'ai des amis d'ailleurs qui se sont connectés. Je vous appelle au téléphone après. Et puis j'ai une petite surprise aussi lundi soir, toute nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne. Merci aussi de vous abonner de plus en plus à ma chaîne YouTube, comme ça vous êtes au courant des notifications. Et je vous l'ai promis, vous aurez une vidéo par semaine dessus. Et si je peux, je vous glisserai aussi ce live. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bien bon week-end de Pâques. Bisous!